Alors, maintenant, on arrive aux solutions. Revenir à la tradition politique africaine. Pourquoi? Une étendue de terre délimitée par des bornes frontières ne constitue pas mécaniquement le territoire national. Une étendue de terre délimitée par des bornes frontières ne constitue pas mécaniquement le territoire national. Donc parfois on est jaloux d'une certaine souveraineté qui n'existe en réalité pas, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un lopin de terre pour dire qu'on a un État. L'erreur africaine consiste à croire qu'à partir du moment où on est en présence d'un drapeau, d'un hymne et d'un pouvoir politique, apparaît comme par enchantement un corps politique constitué en état de droit. Donc je prends ici l'exemple du CNT libyen, qui est très populaire ces derniers temps au niveau des médias, enfin certains médias. Ils ont un drapeau, un hymne, et puis, mais on ne peut pas parler d'état de droit présentement en Libye parce que le drapeau ne suffit pas, l'hymne ne suffit pas, même le pouvoir politique ne suffit pas pour parler d'état de droit. Une population livrée à elle-même face aux défis de la survie politique, de la survie quotidienne ne constitue pas un peuple, mais une population aigrie, dangereuse pour elle-même et pour tous ceux qui l'approchent. Donc une population livrée à elle-même face aux défis de la survie quotidienne ne constitue pas un peuple, mais une population aigrie, dangereuse pour elle-même et pour tous ceux qui l'approchent. Donc aujourd'hui on parle parfois de peuple gabonais, peuple camerounais, etc. De mon point de vue, c'est pure chimère, parce que ça n'existe pas dans la réalité. Et on le voit très vite quand naissent les conflits, parce que les divisions sont là et ne tiennent pas nécessairement compte de ce qui a pu être construit depuis les soi-disant indépendances. L'état de droit ne se décrète pas, il advient à lui-même comme rat. Donc cela suppose une prise de conscience préalable de soi-même. Et dans certains pays, cette prise de conscience est passée par des guerres d'indépendance. Parce que les guerres d'indépendance ont généralement la fonction de souder des entités tribales ou ethniques apparemment différentes. Mais souvent, sous l'étendard de l'indépendance ou de la liberté, on arrive parfois à se réunir, des personnes qui a priori n'ont rien à faire ensemble. Mais il dit ceci, il dit que l'autorité est une énergie spirituelle. L'autorité est une énergie spirituelle due à une certaine qualité ou valeur de la volonté et de l'intelligence, qui permet à une élite politique d'assumer l'entreprise du gouvernement d'un groupe en se faisant obéir des autres hommes au nom de l'ordre. Ça c'est très important parce que c'est exactement comme ça que les Africains réfléchissent. En Afrique, on n'a jamais cherché à avoir un chef d'État. On n'a jamais cherché à avoir un président de la République, ça c'est nouveau, c'est dû à la colonisation. Et on répète des choses qui ne nous appartiennent pas. En Afrique, ce que nous cherchons, c'est un représentant de Dieu sur terre. Ça a toujours été ça, et ce sera toujours comme ça en Afrique. C'est pour ça que certains chefs d'État ont cette facilité de se considérer parfois comme des dieux ou des demi-dieux. Mais c'est un réflexe qui naît de nos traditions. Les Africains ne cherchent pas un chef d'État, les Africains recherchent le représentant de Dieu sur terre. Et ce représentant a des qualités bien définies, bien précises, qu'on peut connaître. Peut-être tout à l'heure on aura l'occasion d'en parler. À l'autorité, donc qui est une énergie spirituelle, doit être associée une autre qualité non moins essentielle, qui est la compétence. Sauf que le terme compétence, pris dans un contexte occidental, ne veut pas dire la même chose en Afrique. Okay? La compétence, généralement, se définit comme un élément intellectuel, qualité spéciale de l'intelligence qui permet au chef d'embrasser tous les éléments du problème de l'entreprise du gouvernement en mettant chacun d'eux à sa place et en lui accordant l'importance qu'il convient. L'association de la compétence et de l'autorité produit à la tête de l'exécutif un indéfectible attachement au bien commun qui engendre la confiance des gouvernés au point de leur faire regarder le pouvoir comme légitime. Parce que c'est important que les gouvernés regardent le pouvoir comme étant légitime. Sans cet attachement au bien commun, le gouvernement d'un État est tôt ou tard livré aux abus et aux exactions les plus répréhensibles. En Afrique, les exemples ne manquent pas. Okay. Donc, si on poursuit, sur le plan intérieur, c'est lorsque l'autorité et la compétence l'emportent nettement sur le recours au pouvoir de domination qu'on se trouve en présence d'un pouvoir de droit. Autrement dit, d'un corps politique constitué en état de droit. Dans le cas contraire, il faut se résoudre à qualifier de pouvoir de fait une gouvernance dont l'administration des affaires publiques se caractérise par le recours immodéré à la force matérielle pour soumettre un corps politique inconstitué. Et c'est ce qu'on observe en Afrique présentement. Nous avons affaire à des pouvoirs de fait, ce ne sont pas des pouvoirs de droit. Parce que la force matérielle prime sur toutes les autres forces, en réalité. Et la force matérielle, bien sûr, elle est importante, mais dans le cas de figure, pour les Africains, c'est la force spirituelle qui est d'abord la force essentielle. Donc, on ne peut pas parler présentement d'état de droit en Afrique, c'est un leurre.
Ce sont des États ou des pouvoirs de fait. Seul l'État de droit produit cet authentique prodige que constitue la subordination du militaire au politique. Cette subordination est consubstantielle à l'établissement d'un État de droit, bien sûr. Or, l'État de droit en Afrique ne peut se concevoir sans l'autorité en tant qu'énergie spirituelle, ni la compétence en tant que manifestation d'une connaissance éprouvée des traditions des populations que l'on administre. Et c'est là que l'Afrique diffère. Parce qu'en Afrique, la compétence passe par ce qu'on appelle vulgairement l'initiation. Ça ne passe pas par notre cursus actuel académique. C'est pas parce qu'on est doctorat, PhD, peu importe, on est compétent pour gouverner des Africains, parce que les Africains, les réflexes africains, en tout cas la tradition africaine, est fondée sur la connaissance des traditions locales, des traditions ancestrales. C'est ça. Et c'est de ces traditions ancestrales que provient l'énergie spirituelle. Donc, les éléments, mettons, qui permettent à un moment donné, ou alors de manière récurrente, d'identifier le représentant de Dieu sur terre. Parce que nos rois, nos chefs ont toujours eu ce titre. Depuis Kemet, comme vous le savez, chez les Mossi, etc. etc. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que la tradition? Et je crois que je terminerai là-dessus. Pour casser le mythe modernité-tradition, parce que souvent on oppose la modernité à la tradition, sans comprendre réellement de quoi il s'agit. La tradition ou coutume, comme le rappelle Oumar Konaré, est le fruit d'une expérience millénaire vécue par des hommes à la recherche d'une vie pérenne et équilibrée. La tradition ne s'oppose pas à la modernité et vice-versa. La tradition est comme une bibliothèque qui recèle tous les progrès qui ont réussi. C'est ça la tradition. C'est comme une bibliothèque qui recèle tous les progrès qui ont réussi. Est moderne un progrès qui est durable et constant. Donc ce progrès durable et constant devient la tradition pour le domaine spécifique qu'il vient amender. C'est donc la modernité qui produit la tradition puisqu'elle en formalise chaque étape. C'est très important de le comprendre parce que, admettons, hier on nettoyait mettons, le salon avec un balai, aujourd'hui c'est avec un aspirateur. C'est l'aspirateur qui devient la tradition, mais avant c'était le balai. Mais ça reste la tradition, bien que l'aspirateur soit considéré comme une modernité. Mais dans le long terme, l'aspirateur deviendra la tradition. Et c'est comme ça que la tradition se construit. Donc l'Afrique était déjà moderne au moment où elle perdit l'initiative historique. Donc il ne s'agit pas de courir après une forme de modernité. L'Afrique est déjà moderne dans ses traditions. Contenir les bénéfices de la tradition ancestrale africaine en l'opposant à la modernité, dont on arrive au demeurant jamais à déterminer le contour, est un jeu de dupes dont il faut résolument s'écarter. La tradition politique africaine s'exprime à travers les grands empires qui jalonnent l'histoire du continent. Cette tradition demande à être actualisée et améliorée conformément à la vision de nos ancêtres. Donc ici je parle du paradigme africain et suivant la règle d'innovation qui caractérise toutes les sociétés humaines. Donc la tradition n'exclut pas l'innovation, mais il faut rester dans un paradigme, donc dans une vision qui nous provient de nos ancêtres.